Bonjour, bonjour Grégory, bonjour Hugo. Bonjour. Nous nous retrouvons tous les trois ce matin pour parler de vos romans. Donc Hugo, c'est ton premier roman, Oui. Un jour ce sera vide. Et Grégory, c'est ton deuxième roman. Et nous avions retenu l'année dernière ton premier roman qui était dans la forêt du hameau de Hart. Oui. Voilà. J'aimerais simplement que vous nous disiez en ce début de quoi parle votre livre. Alors, Hugo. C'est l'histoire d'un petit garçon qui passe l'été tout seul avec sa grand-mère et qui fait une rencontre sur la plage, qui se fait un ami, un autre petit garçon, et c'est toute sa quête d'identité pour essayer de comprendre son histoire familiale et de se réconcilier avec l'autre. Bien. Et toi, Grégory? Alors moi, c'est l'histoire d'un homme qui découvre sur un trottoir une chose non identifiable. Et il va tenter par tous les moyens de donner un sens à cette chose et de découvrir la véritable nature de ce qu'il a trouvé. Et ce sera un prétexte à mille et une aventures saugrenues, loufoques, voire dérangeantes, qui l'amèneront à New York, à Vienne, dans un abattoir, un magasin de pyjamas, etc. Oui, c'est un long périple, là. C'est pourquoi le titre de Parcourir le monde est dit rôder. Oui. On parcourt beaucoup. Bien. J'aimerais que d'abord vous nous lisiez un extrait chacun de votre livre, de manière à nous donner déjà la couleur de chacun de vos livres. Alors, qui commence? Vas-y, Hugo. Hugo. Alors c'est un extrait, donc c'est ce petit garçon qui habite dans cette maison avec sa grand-mère. Il est rejoint par une tante qui est folle et qui lui fait très peur. Et donc c'est une scène où cette tante lui parle. Et le chapitre s'appelle Mike Brandt. Elle a dit « C'est pas drôle, il a sauté par la fenêtre du 6e étage d'un immeuble dans le 16e arrondissement. Je regarde cette gueule de lion sur la pochette du 45 tours, sa grande crinière de fauve et sa mâchoire carrée. Sa mère, c'est Bronia, une amie de ma grand-mère, une amie d'avant. Bronia Rosenberg. Jacquies. Oui, Bronia. Sa mère à lui. Qu'est-ce qui s'est passé de Bronia à cette pochette, de Bronia à Mike, de Bronia à cette chanson? Comment devient-on un lion? De Bronia à l'immeuble du 16e, j'imagine très bien. Elle dit Bronia vient de la même ville que ma grand-mère, mais elle ne dit pas si c'est là qu'elles se sont rencontrées. À Lotz. Peut-être que je connais Lotz, mais je ne saurais pas dire si c'est parce qu'on m'en a déjà parlé ou parce que j'ai Lotz quelque part en moi. Je cherche dans les lèvres et dans les yeux froncés par le soleil s'il n'y a pas une ressemblance, mais avec qui? Je ne sais plus ce qui m'a conduit à ce visage, ce qu'il y avait avant que ce visage ne se mette à chanter. L'ennui sûrement m'a poussé dans sa chambre. Il fallait quelque chose, alors pourquoi pas l'odeur des cigarios? Il dit l'amour au bout des doigts. Alors je me dis oui, je suis venu pour les cigarios, pour l'avoir fumé. Elle dit toute la famille est morte pendant la guerre dans les camps. Lui il dit rien qu'une nuit, laisse-moi rien qu'une nuit. Quelque part en Allemagne. Elle dit après la guerre il ne restait que Bronia. À Lotz ils avaient une fabrique de collants. Elle dit une maison avec 385 pièces. Est-ce que c'est vrai? Mais après la guerre il n'y a plus rien. Et lui qui dit faire avec toi le plus grand des voyages, il grandit en Israël dans les kibbutz. Elle raconte les hôtels où il chante à Tel Aviv, à Téhéran, les rencontres avec les vedettes, l'incroyable célébrité qui devient une inconsolable tristesse. Il dit et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Elle dit il ne comprenait pas ce qu'il chantait, et puis un jour il devient fou. Elle dit il se croit lui aussi prisonnier des camps, comme moi quand on m'a emmené à la verrière. Il dit aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Elle dit c'était pas la peine de m'emmener là-bas, j'étais pas malade, j'avais juste renversé ma bibliothèque d'adolescente. Il dit la feuille qui grandit a besoin de lumière. Elle dit j'avais 17 ans et demi, mes parents ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, alors ils m'ont envoyé là-bas. Il paraît qu'elle pleurait maman quand elle téléphonait à la mère de mon ami d'adolescence. Et après oui, j'étais malade. Malade comme Mike. Elle dit après oui, j'avais envie de mourir, parce qu'on ne sort jamais de ça. J'ai peur de ce qu'elle va dire, mais je ne veux pas qu'elle s'arrête de parler. Qu'elle s'arrête de parler avant de me dire ce qui est capable d'emporter, même ceux qui ressemblent à des lions. Elle dit je ne devrais pas te raconter tout ça, mais déjà, elle reprend, tandis que je laisse la fumée des cigarios faire pénétrer en moi la laideur de son visage, sa voix gluante à elle et sa voix suave à lui qui demande qui saura me faire oublier. J'avale tout,
les visages sur les pochettes, la couverture en vieux patchwork de laine, le bois cireux. Il faut laisser tout ça rentrer un peu sous la peau pour bien entendre les paroles. Il dit, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. Il dit, qui saura me faire oublier ma seule raison de vivre. Il dit, je n'avais qu'elle sur terre, et sans elle, ma vie entière, je sais bien que le bonheur n'existe pas. Et elle raconte l'envie de mourir. Elle raconte toutes les lassitudes en fumant. Et je ne sais pas si elle se rend compte qu'elle parle à un enfant, ou si ma présence, comme le diamant qui frotte les sillons du vinyle, fait sortir des messages gravés en elle depuis longtemps. Elle dit, c'est comme ça. Il dit, j'aimerais bien vous croire, mais ma question reste toujours sans réponse. Et son visage sur la photo du disque, c'est la gueule d'un lion tellement triste, d'un lion de zoo. Et son nom, c'est un nom de cirque, un nom qui n'a plus rien à voir avec Bronia Rosenberg. Je le dis très vite dans ma tête, très vite à l'infini. Et ça fait comme maman, maman, comme quand panier, piano devient panneau, panier. Le disque est fini, elle se tait, elle fait mine de chercher quelque chose dans un tiroir. Ça pue, il fait trop chaud. Je sors de la chambre par la porte-fenêtre sans rien dire. Pourquoi avoir choisi ce passage ? Parce que la discussion porte sur la quête de sens. Et le personnage, le petit narrateur, c'est un petit garçon qui est plongé dans le silence parce qu'il vient d'une famille où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Et comme tous les enfants, c'est un petit enquêteur. Il cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Et je trouvais que cette scène elle était intéressante parce qu'elle croise à la fois la voix de sa tante qui lui raconte un bout d'histoire familiale, les paroles de chansons de Mike Brandt qu'il entend sur le disque et son monologue intérieur. Et du coup, on comprend bien comment, comme ça, il va essayer de faire feu de tout bois pour essayer de se construire une histoire et comment toutes les choses se mêlent dans une seule et même mélopée. Et que c'est à partir de ça qu'il va essayer de ce champ-là qu'il va essayer de comprendre le monde. Effectivement, dans le livre, il y a énormément de non-dits. Ce petit garçon cherche à comprendre. Il y a plein de choses qu'on ne lui a pas dites, en fait, qu'on ne lui a pas expliquées. Et il est un petit peu perdu. Au début de l'histoire, donc il faut situer depuis le tout début, ça se passe sur une plage. On est sur la plage. Et ce petit garçon regarde autour de lui et s'aperçoit que les autres familles sont un peu différentes de la sienne. La sienne, lui, elle est composée de qui ? On ne sait pas très bien, mais en tout cas, quand on arrive, il est tout seul avec sa grand-mère. Voilà. On croit comprendre qu'il n'a pas de parents, on ne sait pas très bien s'ils sont morts ou s'ils sont absents. Il y a cette tante schizophrène très effrayante qui arrive. Et en tout cas, il n'y a pas une famille comme une famille nucléaire, parce que lui, il appelle une famille normale. C'est-à-dire qu'avoir des parents, des frères et sœurs dans une circulation de paroles, tout ça, il ne connaît pas. Donc quand il les voit sur la plage en train de jouer ensemble, de se parler, c'est stupéfiant pour lui. Oui, c'est un monde nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Et moi, je trouve que ce qui domine le roman, c'est la solitude de cet enfant. Il est seul, souvent seul. Et puis un jour, arrive quelqu'un va le tirer un petit peu de sa solitude. Qui ? Oui, il est seul parce qu'il est d'autant plus seul que, comme personne ne lui parle, il est dans un monde comme ça de silence, donc il essaye de comprendre le monde avec ses sens, un peu comme tous les autres enfants, sauf qu'en plus il ne peut pas vraiment poser de questions. Et puis, à force de regarder les familles, et puis un jour il décide comme ça d'aller tuer des méduses avec un bâton, et il rencontre un autre petit garçon de son âge, Baptiste, et ce Baptiste va lui ouvrir les portes de sa famille, et ça va lui permettre de voir de l'intérieur un peu ce monde qui le fascine. Alors, et là, ton écriture, j'ai trouvé dans ton roman que ton écriture est très précise et déclenche, c'est plein de sensations, plein de ressentis. Est-ce que c'est un choix au départ d'écrire un livre comme ça ? Oui, parce que ce que je voulais, c'était vraiment essayer de redonner cette sensation qu'on a pendant l'enfance, quand vraiment les sensations sont très fortes et qu'on essaye vraiment de s'approprier les choses qu'il y a autour de soi, qu'il n'y a pas vraiment, que la frontière est encore assez floue entre sa personnalité et le monde extérieur, et qu'on ressent les choses très fort et qu'on essaye de comprendre le monde à travers tout ce qui nous entoure. Donc je voulais comme ça qu'il y ait des choses où chaque chose qu'il voit, qu'il entend, a vraiment un sens très fort pour lui. Alors, le ressenti des lecteurs, quand on a commencé à discuter à propos de ton livre, certains lecteurs étaient un petit peu déstabilisés parce que trouvaient que, en fait, l'écriture que tu avais n'était pas l'écriture d'un enfant. C'est un enfant qui parle, c'est l'histoire d'un enfant, et l'écriture était trop élaborée pour être celle d'un enfant. Alors, pourquoi tu as pris ce choix
C'était pas vraiment un choix. Je pense que d'abord on écrit et puis ensuite, enfin, je veux dire, l'idée c'était vraiment d'être plus fidèle à la voix de ses émotions. Et je pense qu'un enfant a des émotions très élaborées et plus qu'à la voix qu'il aurait s'il parlait à l'oral ou d'être fidèle au flux de sa propre pensée. Mais je pense que même s'il n'est pas capable de le dire comme ça, un enfant de 10 ans a déjà des sensations et des réflexions qui sont très élaborées. Et c'est plus à ce niveau d'exigence-là que j'ai voulu être fidèle. Oui, parce que tu mets dans sa bouche des mots d'adulte, en fait. C'est plus que des mots d'enfant. Je sais que certains lecteurs ont été un petit peu déstabilisés par ça. Voilà, c'est une remarque qui nous a été faite. Oui, moi je l'ai beaucoup reçu aussi de lecteurs, mais j'avais l'impression d'être plus fidèle à ce que c'est qu'un enfant en utilisant cette voix un peu qui est précise dans ce qu'elle ressent, qu'en utilisant une fausse voix d'enfant qui m'aurait paru imiter quelque chose qui n'était pas fidèle à ce que je cherchais, qui était vraiment ce monde intérieur de l'enfant. Et je pense que le monde intérieur de l'enfant, il est très élaboré. D'accord. Pourquoi avoir choisi la plage comme lieu de rencontre? J'ai pas vraiment choisi la plage. C'était que d'abord j'ai eu la vision comme ça de ces enfants qui se rencontraient sur une plage autour du sacrifice d'une méduse, et c'est comme ça que le roman a commencé. Mais après, il s'est trouvé que la plage était vraiment le lieu parfait d'exposition des familles et de leur intimité dans l'espace public. Ça me permettait d'avoir comme ça un lieu avec d'abord cette mer, c'est la mer de Normandie, qui représentait toute cette angoisse et ce monde mystérieux qui entoure l'enfant, et en même temps d'avoir cette scène parfaitement plane où les familles se produisent en public. Et lui, justement, comme il est dans ce regard, dans cette pulsion scopique sur comment c'est une famille, voilà, c'était plus facile que d'aller faire espionner des familles par les fenêtres de leur appartement. Ouais. Et la rencontre avec Baptiste va lui donner l'occasion de découvrir ce qu'est une vraie, entre guillemets, parce y a-t-il de vraies familles ou pas de vraies familles? C'est toute la question, justement. Voilà, c'est toute la question. Le modèle d'une famille type, en fait, c'est ça. Papa, maman, frère et sœur, dans l'occurrence la sœur, et un monde très, comment je dirais, très peaufiné, avec des rituels, alors que lui, il ne connaît pas ces choses-là. Et ça va l'interpeller quand même. Oui, et là, ça va lui faire prendre conscience que, en fait, sa famille, alors je dirais pas n'est pas une famille, mais qui n'a rien à voir avec cette famille de Baptiste. En tout cas, elle ne correspond pas à ce modèle bourgeois de famille dans laquelle vit Baptiste, et c'est ça qui va spécialement le fasciner au début, où les gens dialoguent entre eux, se donnent la parole, s'écoutent. Et ça pour lui c'est incroyable parce que dans sa famille à lui, personne ne se parle, personne ne dit qu'il s'aime, personne ne prend en compte les désirs ou les angoisses de l'autre. Et donc au début de sa rencontre, après il va les rencontrer dans leur complexité et s'apercevoir que les choses sont un peu différentes de ce qu'il pensait. Mais au début il est complètement fasciné par cette famille et en plus ça lui donne accès à ce qu'il n'a pas, une mère. Voilà. Même si c'est pas la sienne. La mère, ça c'est un personnage. Moi, j'avais l'impression de voir une maman très éthérée, une espèce de fée, de conte de fée. Mais d'ailleurs, j'ai pensé à Delphine Seyrig. Oui, moi j'ai eu un peu cette impression-là. C'est l'image qui m'est venue. Quelqu'un de très éthéré comme ça, de très doux, voilà, c'est l'image qui m'est venue. Donc c'est voilà l'image que tu as provoquée. Je voulais vraiment cette mère complètement fantasmée, parfaite. Est-elle si parfaite? On ne sait pas, mais bon, tout au moins, on a l'impression qu'elle est parfaite. Cette famille est-elle si parfaite? Le papa est-il parfait? On ne sait pas. Enfin, il y a des choses qui sont distillées comme ça, sans trop appuyer, mais qui interpellent quand même. Voilà. Bon, on va passer la parole à Grégory maintenant. Et Grégory, on va te laisser nous lire un extrait de ton texte. On reviendra tout à l'heure, Hugo. Alors, j'ai sélectionné un chapitre qui fait suite à une annonce que mon personnage a postée sur Internet avec une photo de la chose qu'il a découverte sur le trottoir. Et il a posé la question suivante sur un forum. Savez-vous ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un peut-il me donner la nature de cette chose? Et il a reçu une flopée de réponses totalement loufoques, un peu toute la poubelle qu'on peut trouver sur Internet,
Je dois dire que quand j'ai lu ce passage-là, c'était plus fort que moi, je riais en lisant. Là, c'est vraiment, effectivement, un aspect d'Internet où on trouve tout, n'importe quoi, tout le monde donne son avis sans savoir, mais c'est hilarant. Voilà. Et en lisant tous ces messages, il va aux toilettes, il vomit et il se couche. Et ce que je vais dire, c'est juste la suite, qui s'appelle L'avantage des grandes villes, et c'était le titre original de mon roman. Le monde me dégoûtait. Allongé sur mon lit, je criais « Salaud !» en donnant des coups de poing dans le vide. Le plus possible, je gardais les yeux fermés. Je ne me levais pas, je ne sortais pas de peur d'être encore une fois inondé de sens, car le monde m'inondait de sens. Non, il dégueulait du sang sur tout et sur tout le monde, le salaud. Des sens contraires, des sens idiots, des sens profonds qui font bondir et courir dans toutes les directions. Je crois que j'ai enfoncé mon poing dans l'écran de l'ordinateur. Ce n'est pas que je me sentais trop bête pour comprendre. J'y ai pensé un moment. Je me suis dit, tu es trop bête pour comprendre. Mais je haïssais le monde. J'ai voulu hurler, mais je me suis retenu. J'avais peur de provoquer quelque part une nouvelle avalanche de signification. Je ne voulais surtout pas ouvrir les rideaux. Je n'ouvrais plus la fenêtre et je regardais l'interstice de jour sous ma porte d'entrée en craignant qu'un chuchotement ou qu'une langue se glisse à travers pour infester l'appartement de sens. Avec des vêtements en boule, j'ai calfeutré la porte. Allongé sur mon lit, j'observais naître en moi un sentiment que je connaissais bien, l'envie d'étrangler quelqu'un. Et cette envie me saisissait les boyaux, me les retournait au point de me faire mal, me donner des coliques et des nausées tant et tant que je suis parvenu un jour à m'arracher enfin de chez moi, quittant mon lit et la chose à laquelle je ne voulais plus jamais penser, presque heureux d'avoir réussi à me lever, et j'ai descendu ma tour, faisant craquer mes doigts un à un, puis tous en même temps, puis plusieurs fois de suite, me disant que j'avais de la chance quand même d'habiter dans une grande ville, car l'avantage des grandes villes, c'est qu'elles offrent toutes les possibilités, dont celle formidable de trouver en bas de chez soi ou dans les rues adjacentes un type que l'on peut frapper et laisser pour mort. Et j'ai ressenti toute l'horreur qu'il devait y avoir à vivre à la campagne, loin de tout et de toute présence humaine, m'imaginant au volant d'une voiture faire plusieurs kilomètres pour croiser un premier homme, et peut-être même pas le bon, pas celui qu'il me faudrait pour passer mes nerfs, pas celui que j'aurais envie de bourrer de coups et de faire saigner, me contentant malgré tout de lui, de sa gueule qui ne me reviendrait pas tout à fait, faisant mon affaire, mais sentant toujours alors que je remonterais en voiture cette rage qui ne passerait pas, et je bénissais le hasard de m'avoir fait naître dans une grande ville où les types s'avancent vers vous par dizaines, offrant leur gueule à casser sur un plateau, et j'en ai saisi un, tout près de ma tour, que j'ai fait tomber d'un coup sur le crâne avant de le relever parce que je désirais un peu plus de résistance, quand par chance, un autre type est arrivé et m'a permis d'extirper tout ce qu'il y avait à extirper de moi. Quand je les ai quittés tous les deux, je me sentais déjà mieux, et je me suis dit que c'était le moment de reprendre ma vie d'avant, et je suis allé au supermarché. J'étais vigile, n'ayant aucun diplôme, aucune qualification, étant dépourvu de physique. Je dois avouer que trouver un emploi, ne serait-ce que cet emploi de vigile auquel je ne me destinais pas, d'ailleurs je ne me destinais à rien, avait été une épreuve qui m'avait dégoûté des journaux et de leurs petites annonces, des DRH et de leurs bureaux en verre trempé, des agences de recrutement et de leurs odeurs de pieds mal lavés. Quand j'ai passé la porte du supermarché ce matin-là, Mo, un collègue vigile, est venu vers moi. « Hé mec, t'es revenu ?» Je lui ai serré la main. Je m'apprêtais à me diriger vers la pièce sans fenêtre où les femmes de ménage rangeaient leur matériel et où se trouvaient nos uniformes, quand il m'a dit « Mec, je crois que tu ferais mieux d'aller voir le patron avant. » Le patron, un homme au bas-ventre si volumineux qu'il se divisait sous sa chemise en deux hémisphères pareils à ceux d'un cerveau, m'a demandé, avec un sourire étrange, si je me croyais dans un putain de Club Med. Et comme je ne répondais pas, il a agité les deux hémisphères de son bas-ventre et crié que je ne pouvais pas foutre le camp sans donner de putain de nouvelles, et puis me repointer un foutu matin comme une fleur. J'étais renvoyé. Ce licenciement prenait effet au moment même où nous parlions, et je n'avais pas intérêt à refoutre les pieds dans son magasin, même pour y acheter un putain de paquet de lessive. À l'entrée, Mo m'a tapé sur l'épaule. « Mec, fais pas la tête.
T'inquiète, c'est pas si grave, tu trouveras autre chose. Avec les attentats, tu sais, on cherche des vigiles partout. Et pas que dans les supermarchés, avec ta gueule, tu pourrais devenir vigile à l'Élysée ou à TF1. Tu fais intelligent. C'est l'âge d'or des vigiles, mec. Mo avait raison. Les attentats avaient bouleversé le marché de la sécurité. Et alors que j'errais, j'ai découvert que chaque magasin de l'avenue était dorénavant gardé à l'extérieur par un vigile qui fouillait les sacs et à l'intérieur par un autre vigile qui fouillait les manteaux avec un détecteur. Le lendemain, j'avais trouvé une nouvelle place, mieux payée, dans la même avenue. Et tandis que je regardais entrer les clients, je me répétais, c'est l'âge d'or des vigiles, mec. Je souriais, car si j'avais encore la malchance de me faire licencier, je savais que les attentats me procureraient une nouvelle place quelque part. Je souriais et c'est tout. Je n'écoutais rien, ne regardais rien. Chaque fois que le monde avait l'occasion de m'atteindre, je me calfeutrais au fond de moi-même. Durant cette période assez longue, qui a duré plusieurs mois, il me semble, j'allais m'asseoir après le travail sur la banquette d'une boutique de pyjamas, dont les propriétaires ne faisaient pas attention à moi. Très peu de clients venaient nous trouver. Nous y étions tranquilles, à l'abri de tout. De ma banquette, je voyais tantôt la femme à la caisse, tantôt les pyjamas en devanture que son mari enfilait sur des mannequins sans tête. Je ne pensais à rien, surtout pas à la chose. Je la manipulais dans ma poche. J'avais bien remarqué qu'elle avait grossi depuis mon retour d'Autriche, mais je m'en fichais. Il s'agissait de quelques millimètres qui lui avaient permis d'atteindre une taille qui la rendait agréable à malaxer et à triturer. Le silence régnait, et les clients, pour s'y conformer, n'osaient parler et choisissaient leurs pyjamas sans un mot. Mais plusieurs fois par jour, la femme à la caisse allumait une énorme chaîne-IFI. Sur l'étagère, la pochette du CD était posée de face, comme si elle voulait que tout le monde la voie. J'y ai lu « Funérailles » de Franz Liszt. J'ai d'abord cru à une farce. Puis j'ai eu l'envie de me lever pour aller fracasser la chaîne IFI. Mais je suis resté assis en me disant qu'il ne fallait pas prêter attention à tout cela, et que ce n'était que le monde qui gerbait une fois de plus son trop plein de sens devant moi. Et j'ai fermé les yeux. Le glas pluvieux des funérailles de Franz Liszt a résonné dans la boutique 4 fois, car dès que le morceau s'achevait, la femme le relançait, sans montrer aucune émotion, aucun enthousiasme, aucun transport. Et j'attendais que finisse ce rabâchage de notes, l'esprit aussi vite que possible. J'ai constaté au fil des semaines qu'elle écoutait les funérailles, et uniquement les funérailles, toujours et encore les funérailles, refusant d'essayer une autre piste du CD, qui tournait, imperturbable depuis des années sûrement dans la chaîne IFI, quand son mari quittait la boutique pour l'arrière-boutique. Malgré cette observation, je ne pensais à rien, refusant de chercher à comprendre, et j'écoutais en triturant la chose dans ma poche, le cerveau piétiné par ce rythme qui ne faisait que s'amplifier avant d'éclater. Et jamais, quand la musique s'arrêtait enfin, nous n'avons échangé un mot, elle et moi. Elle avait un regard émoussé, qui semblait, tout en me traversant, ne pas me voir, et se contenter de l'auréole béate formée par ses cils. C'était un regard sot, identique à celui que donne la digestion après un repas trop lourd, et à travers lequel celui qui voit et celui qui est vu ne distinguent que de l'ennui. Mais un soir, elle m'a demandé ce que j'avais à la fin, dans ma poche, comme si elle craignait tout à coup, dans cette période d'attentat, qui, dois-je le rappeler, m'a permis de sauver ma peau, que s'y trouve une arme ou le détonateur d'une bombe. Je l'ai rassurée en disant que ce n'était qu'un gris-gris, une sorte de balle anti-stress, sans céder à ce qu'elle n'exprimait pas, mais que ses yeux exprimaient pour elle, l'ordre de sortir la chose de ma poche. Un autre jour, comme on jette un bâton dans la cage d'un lion pour obtenir de lui un mouvement de patte ou un rugissement, j'ai extrait la main de mon pantalon et l'ai posée sur mon genou, les doigts hermétiquement refermés dessus. La femme s'est approchée, le visage mu par quelque chose qui avait étiré ses yeux et affiné ses narines, comme celle d'un animal en chasse. J'ai écarté les doigts un à un. La chose s'est révélée dans toute son ampleur. Je l'ai fait rouler dans ma paume et la femme a crié et alerté son mari dans l'arrière-boutique qui enfilait des pyjamas sur de nouveaux mannequins en résine. Et tout en hurlant, elle a agité les bras et les mains sans parvenir à articuler de véritables mots. Et j'ai découvert dans ses cris primitifs la femme préhistorique qu'elle avait été. Au moment où les funérailles éclataient en pleurs, magnifiques,
La femme a fait demi-tour, elle a pris un balai derrière la caisse et l'a brandi au-dessus de sa tête quand son mari a surgi en hurlant à son tour, mais hurlant de vrais mots, de vraies phrases et de vraies insultes, comme si, dans le fond de son arrière-boutique, il mâchait et remâchait depuis des semaines la bouillie dont il m'a recouvert en étouffant le martèlement grandiose et colossal du piano qui, parce que je le connaissais par cœur, a continué à jouer en moi alors qu'on me jetait dehors et que je fuyais sur le trottoir, convaincu que plus jamais de ma vie je ne pourrais retourner m'asseoir sur la délicate et moelleuse banquette de leur boutique de pyjama. Bien, je pense qu'on a sûrement dû s'apercevoir qu'on n'a pas du tout le même style d'écriture. Grégory avait même par moments du mal à reprendre son souffle parce que autant chez Hugo les phrases sont courtes, autant chez Grégory elles font une page et demie. Ça avait déjà été remarqué par les lecteurs dans ton premier roman. Pourquoi ce style d'écriture ? Parce que il faut être très intelligent pour dire des choses avec des petites phrases. Et je pense que moi j'ai besoin de beaucoup d'espace pour dire et redire et remâcher ce que j'ai envie de dire. Et j'aime bien, mais avec l'extrait d'Hugo, on a vu que comme il y a la répétition de il dit, elle dit, crée un rythme qui envoûte. Et moi j'aime quand les phrases tournent sur elles-mêmes en toupie et créent un charme et qu'on tourne les pages sans s'en rendre compte. J'aime bien l'idée d'un flow. Qu'on rentre dans un livre, qu'on soit pris par une vague. C'était mon objectif, de faire de l'ampleur. Après je pense que j'ai une tendance à faire de très grandes phrases à l'écrit et depuis toujours. Ça demande du souffle, hein. Quand on le lit, ça demande du souffle. Alors, dans l'extrait que tu as lu, là, tu n'as pas lu les notes en bas de page. Et effectivement, dans ton livre, par moment, on a des notes très longues, elles aussi, en bas de page. Pourquoi ces notes ? Il y a deux raisons. C'est parce que j'avais, en écrivant ce livre, un modèle. C'était les récits de psychanalyse de Freud qui adore truffer son texte de notes. Et je trouvais qu'il mettait toujours les choses les plus succulentes en notes, les choses les plus intéressantes, les choses un peu grivoises, un peu perverses. J'avais vraiment un goût pour lire des fois seulement les notes. Et je me suis dit, il faudrait renverser ce système où normalement, traditionnellement, on met ce qui est annexe en notes et ce qui est principal dans le texte. Et là j'ai voulu donner de la place aux notes, donner un rôle narratif aux notes et pas seulement explicatif. Il y a aussi l'idée que dans mon roman il y a une inquiétante étrangeté qui est en train de se mettre en place. Et le fait que le texte se fasse grignoter par des notes de plus en plus longues au point de gober parfois des chapitres entiers, parce que des fois il y a juste le titre. Il y a 3 ou 4 phrases en haut de page et après ce sont les notes. Que des notes, non seulement un titre de chapitre avec une note, c'est montrer que le texte se fait avaler par quelque chose et le personnage se fait avaler par quelque chose. Et après il faut lire le livre pour comprendre. Il faut lire. Alors là, autant chez Hugo on est beaucoup sur la plage ou dans la famille. Voilà. Chez toi, on se promène. Oui. C'est une longue divagation, on parcourt le monde. Alors tu vas nous emmener dans des endroits successifs. Est-ce que tu peux poser ces endroits successifs et pourquoi ces endroits-là après ? Alors, ça commence dans une ville indéterminée. Oui. Dans un quartier où toutes les rues, avenues, impasses, places, boulevards s'appellent Job. Référence au titre de mon roman qui vient de la première page du livre de Job dans la Bible, parce que le livre de Job commence par Dieu qui convoque Satan et Dieu lui demande d'où viens-tu, qu'as-tu fait ? Et Satan répond de parcourir le monde à dire aux. Et je trouvais intéressant l'idée de rodement, de rodage, de rodation, je ne sais pas comment on peut dire. Parce que l'homme qui rôde, c'est pas l'homme qui se promène ou l'homme qui randonne. Et quand on lit les rêveries du promeneur solitaire, on
n'a pas du tout la même littérature que par exemple Baudelaire, qui dans le spleen ou les petits poèmes est un personnage qui rôde. Et rôder et se promener, c'est une autre attitude. Et suivre un personnage qui rôde, c'est forcément se tenir à distance, être un peu inquiet du fait qu'il puisse se retourner. Je voulais quand même que le lecteur soit inquiet de ce qu'on lui raconte, comme si on suivait un inconnu qui rôde et qui est menaçant. Inquiet, on l'est. Et puis alors, on se retrouve à Vienne. Ah oui, on parle de cette ville sans oui, nom. Voilà. Alors, dès le début, le fait qu'elle soit sans nom, avec des rues qui ont toutes le même nom, on se dit, dès les premières pages, dès le début, je me suis dit, oh là, je suis dans un monde bizarre. Oui, bah c'est bizarre. C'est bizarre. Ma référence est Kafka. Ça, on le sent très bien. On est dans le monde de Kafka. Et après, on arrive à Vienne, où on va rentrer dans la maison musée de Freud, où il va se passer tout un tas de profanations sur le bureau de Freud. On quitte Vienne, on revient à Paris, on est à 2 doigts de partir en Israël avec un groupe de juifs qu'on rencontre, mais le narrateur sent que c'est pas son monde, il ne les suit pas. Mais nous, on va quand même suivre ces juifs en Israël et qui sont aussi très perchés, hein, ils sont complètement fous. Et on a une vision aussi d'Israël qui est présente dans la littérature contemporaine. Avec Orly Castelblum que j'adore, qui on y reviendra tout à l'heure. Qui est une autrice, on en reparlera. Et après on va à New York. Et New York c'est l'envers d'Israël, parce que si Israël c'est un paradis sur terre pour mes personnages, New York est vraiment une descente aux enfers. C'est l'enfer. C'est l'enfer et mon personnage le sent dès qu'il descend de l'avion et il a envie de tuer tout le monde. Il va réussir à trouver un exil au sommet d'un building et il se fait engager par une troupe de cirque. Oui, alors là, oui. J'ai trouvé ça d'ailleurs très original de mettre une troupe de cirque au sommet d'un building. Mais tout est comme ça. On est déstabilisé en permanence. Bah, moi j'aime bien être déstabilisé. On est complètement déstabilisé. Et je trouve qu'un roman, c'est quand même l'art de déraper, l'art de la déroute. Ouais. C'est, il faut que ça parte dans une direction. Et je te donne un conseil aux lecteurs qui vont prendre contact avec ton livre et qui vont le lire. C'est pas un livre que je conseillerais de lire un tout petit peu chaque soir. Il faudrait mieux consacrer un bon moment et se laisser porter par cette divagation, parce qu'autrement on risque de perdre le fil. Oui. Il faut se laisser emporter par ce mouvement, puis dire bon allez je suis là, où est-ce que je vais arriver, on ne sait jamais où on va arriver, ni qui on va rencontrer. Je pense qu'il faut accepter la liberté du roman, il faut accepter de se laisser porter, il faut accepter de ne pas chercher à tout comprendre. Les lecteurs qui veulent absolument raisonner sur chaque aventure vont se noyer, parce que je pense que c'est pas la bonne attitude de lecture, vouloir tout comprendre. Il faut lâcher prise en fait. Oui, ça veut dire on lit rien si on cherche à tout comprendre. Non. Ah ben non, il faut lâcher prise et se laisser porter par le rythme de l'écriture et puis par cette divagation, c'est vraiment une divagation. J'ai trouvé des points communs dans vos livres. J'ai cherché, j'ai relu les 2 livres, j'ai dit ah il y a quand même des choses. Tu as parlé d'Israël, tu as parlé de Vienne avec ces mouvements néo-fascistes et l'antisémitisme qui est encore assez présent. Ouais. Et dans ton livre, Hugo, il est question, plus ou moins, puisque là les choses sont rarement dites précisément, mais c'est des ressentis, et évoquer la Shoah. Puisque la grand-mère est une survivante de la Shoah. Oui. Est une survivante de la Shoah. Mais c'est évoqué d'une manière très discrète. Pourquoi ? Ce qui m'intéressait justement, c'était de voir à hauteur d'individus, en l'occurrence d'un individu enfant, les répercussions de l'histoire, mais justement comment tout ça a des effets à un niveau très intime que lui-même ne peut pas élaborer. Et je voulais voir justement comment cette solitude, ce silence, ces histoires familiales et ces secrets se traduisaient dans son monde minuscule à lui, sans avoir besoin d'en parler.
je pense que les deux personnages de nos romans, ils sont traversés par des angoisses qu'ils ne sont pas capables d'exprimer. Et finalement, les deux, il y a une partie de la réalité qui se dérobe à leur regard. Le personnage de Grégory, c'est cette chose qu'il ne veut pas vraiment voir. Et mon personnage, c'est le destin de ses parents, le destin de sa famille. Et du coup, ça les rend dans une sorte d'hyper-vigilance au monde extérieur, où ils sont complètement traversés par absolument tout ce qui les entoure, dans une sorte d'angoisse et de folie. Alors, autre point commun, tous les deux, vous parlez de méduses. Beaucoup chez toi, Hugo, puisque ça commence par les méduses. Alors, tu nous as raconté, on est sur la plage et il y a des méduses qui interpellent les enfants. Et c'est là, à propos des méduses, justement, il va y avoir cette rencontre entre les deux petits garçons. Pourquoi avoir choisi les méduses? Et je voulais que leur rencontre se passe autour d'un sacrifice. Et il y avait cette idée de la méduse, qui est cet animal dont on ne sait pas bien s'il est mort ou vivant, qui est un peu translucide comme ça, et qui éveille leur curiosité cruelle, puisque c'est pour les tuer, on les déchirer, parce qu'ils ne savent pas s'ils les tuent vraiment, s'ils ne savent pas si elles sont vivantes. Et ça correspondait un peu à l'attitude du petit garçon par rapport au monde qui l'entoure, où il a, en même temps, il est dans ce désir d'aller vers l'autre, un peu dans cette cruauté parfois, et dans ce désir de comprendre comment les choses sont faites à l'intérieur, comment ce qui n'est pas directement sous son regard, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et autour des méduses, il va se provoquer une autre rencontre, parce que les deux petits garçons vont être très liés, vont devenir très très amis. Et à un moment, il y a d'autres garçons qui arrivent et qui les interpellent sur les méduses. Et on a l'impression, les deux amis ont l'impression que c'est chasse gardée, c'est leur méduse, il ne faut pas que les autres viennent. Alors, et j'ai trouvé très drôle parce que c'est Baptiste, je crois, qui répond quand les autres disent mais t'en as déjà mangé, histoire de mettre les autres, parce que les autres font c'est les gros durs un petit peu. Oui, hein. je voulais parler de la violence entre garçons, Voilà, parfois comment se fabriquent les petits garçons, et comment se fabriquent les petits garçons dans cette allégeance à la violence, et ces injonctions à la virilité. Et justement, le petit narrateur, il est très préoccupé par comment être un garçon normal. Et il est fasciné par le fait que son ami Baptiste arrive à être un garçon normal sans céder à cette violence, justement. Alors c'est très drôle, parce que les autres arrivent comme les gros durs, et en fait Baptiste tout de suite les casse en disant... Mais parce qu'il est très doux finalement. Voilà. Et chez toi Grégory, il est aussi question de méduse. Mais puisque Hugo est le spécialiste de la méduse, moi ça fait écran, je n'arrive pas à savoir à quel moment je parle de la méduse dans mon roman. Je m'en souviens plus du tout. C'est très très bref. Il y a un moment, je ne saurais pas le préciser, mais ça m'a interpellé. Je me dis, il est question aussi de oui, dans une comparaison. Mais pour moi, du coup, la méduse, c'est Hugo. C'est Hugo. Et ça a vidé mon roman. Quelle comparaison. S'il est réédité, on coupera. Alors, chez toi, Hugo, il y a beaucoup de non-dits. Alors que chez toi, il y a beaucoup de dits, et de dits de plus en plus farfelus. De surdits. De surdits. On est quelque part noyé dans toutes ces choses-là. Et alors, moi j'étais intéressée parce que je me suis dit, on va finir par savoir ce que c'est que cette chose dont il nous parle. C'est quoi cette chose? Je pense que il y a des indices dès la première page. Quelqu'un qui est attentif et qui relit la première page peut comprendre. Il y a une interprétation qui clôt le livre. Traditionnellement, on pourrait dire, puisque c'est la fin du livre, c'est la solution du livre, mais la façon dont je l'amène porte un doute parce que c'est la 100e interprétation. Donc on se dit pourquoi celle-ci et pas une autre. C'est une fin ouverte. Pour être ouvert, c'est ouvert. Le lecteur choisit d'y croire ou non. Et en fait, moi je voulais aussi, je voulais pas céder à l'envie du lecteur qui veut savoir, qui veut absolument lire le livre et à la fin veut savoir quelle est la chose. Je me suis dit non, je vais l'embêter jusqu'à la fin et laisser en suspens. C'est déstabilisant jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas la solution. Mais moi j'ai l'impression qu'on a complètement la solution. Ça dépend des lecteurs. Voilà, on met la solution. À la limite, on met presque la solution qu'on veut. On met la solution qu'on veut, Hugo. Voilà. Non, mais je pense que c'est l'attitude de mon personnage à partir du moment où
on lui donne cette interprétation finale, on lui dit que ce serait un cancer de la peau. Il a ramassé une chose par terre, après il la prend dans la main en permanence et il la montre à tout le monde. Et après il ne la lâche plus, cette chose. Et la chose, il va l'appeler numéro 1 parce qu'il va y avoir une deuxième chose ici, une troisième chose là, et il se dit qu'il ne faut pas les laisser tomber, donc il serre le bras contre la poitrine parce qu'il se dit sinon ça va tomber. Et il ne comprend pas que c'est des manifestations d'un cancer de la peau. C'est l'interprétation, la dernière interprétation, c'est pas forcément la bonne. Mais son attitude change parce qu'à partir de ce moment-là, il rencontre une fille dans une valise qui lui dit va dans une valise aussi. Donc de façon très sérieuse, triste, il y a quand même eu des funérailles qui ont sonné pendant tout le roman. Il va trouver un coin désert dans les Yvelines, poser sa valise avec sa nouvelle copine le long d'une route départementale et il s'enferme dedans. Et sa copine, pour elle, c'est un nouveau départ parce qu'elle se dit quelqu'un va ramasser la valise, m'emmener ailleurs, ouvrir la valise sera la nouvelle vie. Lui, il se dit j'espère que je vais me réduire en cendres à l'intérieur de ma valise et que ce sera la fin. Mais je sais pas pourquoi, je suis fasciné par l'idée de rentrer dans des petites choses. Et dans mon nouveau roman, j'écris sur des hommes qui rentrent dans des paniers, des tout petits paniers qui tressent, des paniers qui rentrent dedans, qui rentrent dans des petites grottes, qui rentrent dans des corbeilles, je sais pas pourquoi. Bon, alors on s'apprête à pouvoir rentrer dans plein de petites choses la prochaine fois. Oui. Voilà. Alors dans vos deux romans, il y a les monstres. Il y a des monstres. Chez toi, Hugo, c'est la tante, c'est le groom ou le groom, je ne sais pas comment il faut le prononcer, c'est le monstre. Pourquoi va il est comme ça alors chez Grégory, c'est le déluge de sens, il y a trop de sens pour son personnage, et mon personnage, au contraire, il cherche du sens là où c'est très pauvre, il bute contre des murs. Et donc le monstre, c'était dans le sens de ce qui est montré. Tout à coup, il y a des personnages dans mon roman qui font du symptôme, qui font du sens, qui racontent des choses à travers leur corps, à travers leurs symptômes, leur maladie. Il y a un personnage qui est mourant. Il y a cette tante qui a le corps déformé par la maladie, par les médicaments, par la folie. Et tout ça, c'est très important pour lui parce que tout à coup, il se passe quelque chose et en dehors des mots, ça raconte quelque chose, là où on ne veut pas lui dire les choses. Et du coup, à la fois, il en a peur et en même temps, il est très attiré par ces personnes parce qu'il comprend que c'est là où il va trouver des réponses à travers eux. Et donc ça m'intéressait cette notion de monstre aussi parce que je voulais raconter comment ce petit garçon, il y a parfois une confusion entre ce qu'il aime et ce qui le dégoûte. Et il croit qu'il a du dégoût pour cette tante, et il a du dégoût pour cette tante, mais en fait c'est beaucoup d'amour aussi, mais un amour qui est contrarié par la peur, par la honte, par les secrets et par le regard que le reste de la famille porte sur elle. Et je voulais montrer comment ces sentiments peuvent être mêlés. Et cette figure du monstre, de celui qui montre trop, m'intéressait beaucoup. Et la tante, je la voyais un peu comme un golem. Elle est faite un peu de tous ces secrets de la famille. C'est une sorte de monstre comme ça, mais en fait, elle charrie les choses qui leur appartiennent à tous. Et il y a le fils de la voisine aussi. Voilà, c'est lui qui est malade, le fils de la voisine. Il est malade et c'est vrai que quand il se déplace sur la plage, tu décris tout ça, j'avais l'impression de voir quelqu'un complètement désarticulé, quoi, puis qui interpelle. Oui, lui il est malade du sida. Alors ça intéresse beaucoup le petit garçon, parce que ça se passe dans les années 80, donc c'est une épidémie qui est très présente à l'époque, mais dont on ne parle pas autour de lui. Et puis aussi, ces corps décharnés, pour lui, ça fait écho aux morts de la Shoah, dont pareil on refuse de lui parler, mais dont c'est à l'existence. C'est ce que je disais dans ton roman, il y a plein de petites choses comme ça qui sont distillées pour vraiment aller dire ah oui, ça demande la réflexion à chaque fois. Je voulais qu'on soit dans le même état que lui, c'est-à-dire où le monde est fait d'indices. C'est réussi, c'est réussi. Chez toi, les monstres, ça commence dès l'avertissement, avec cette femme, Caroline. Je dis ça commence fort. Oui, j'ai fait un avertissement narratif où le personnage descend de chez lui parce qu'il croit avoir entendu un cri, où on l'a appelé, donc il descend 4 à 4 et il voit une fille sans nez. Et ça existe, hein, des êtres humains sans nez. Et donc 2 grandes cavités. Il la suit et il se dit, dis donc,
le soleil ne va pas jusqu'au fond de ses cavités. Et il se dit, mais moi, le soleil me brûle la peau, je suis jaloux parce que le soleil la gâte, et moi non. Donc du coup, il se dit, il a envie de la flatter, de lui dire tu as de la chance, et au bout d'un moment, en fait, le seul cri qu'il arrive à lâcher, c'est salope, parce qu'il est jaloux de la faveur du soleil. Bah oui, c'est un avertissement sur le style du roman. Voilà. Il va pas falloir chercher midi à 14h. Voilà. Et dans ton roman, tu évoques des auteurs. Alors j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Oui, parce que toute cette fantaisie et ce surréalisme, même si le terme surréalisme ne convient pas, mais le côté saugrenu, tout ça, ça vient de plusieurs auteurs, comme Orly Castelblum, qui n'est pas du tout connu en France, mais qui est une star en Israël, qui a obtenu tous les prix qui existent là-bas. Elle doit avoir 60 ans aujourd'hui. C'est son vrai nom, Orly Castelblum. Rien que ça, je trouve son nom tellement beau que C'est joli, oui. très très beau. Et toute son œuvre est construite sur ce qu'elle appelle un réalisme gazeux. C'est-à-dire, c'est ni du réalisme ni du gaz, c'est un entre-deux, moi qui me plaît bien, où je me sens à l'aise parce que je suis incapable de décrire la réalité et je suis incapable d'être dans la fiction totalement farfelue. Je suis dans un entre-deux, du coup qui déroute, où on sait, puisque je suis dans un entre-deux, on ne sait pas comment se positionner. Et ça j'aime bien parce qu'on est toujours un peu mal à l'aise et ça tient à éveiller. Moi j'aime bien être mal à l'aise quand je lis. D'accord. En tant que lecteur, je n'aime pas être en capacité de deviner la page suivante. Et quand systématiquement il y a quelque chose de nouveau dans le style ou dans l'intrigue, je me dis c'est génial. Donc j'ai essayé de faire quelque chose comme ça. Ah ben c'est tout à fait ça, parce qu'on est à chaque fois qu'on tourne la page, on ne sait pas à quoi s'attendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des auteurs auxquels tu te réfères, Hugo, quand tu écris, ou des auteurs que tu apprécies? Bah oui, mais là, oui dans la vie, mais là pour ce livre en particulier, c'est vrai que c'était particulièrement Nathalie Sarraute et ses tropismes, et j'étais vraiment intéressé par cette idée de tropisme, c'est-à-dire de décrire des sensations avant même qu'elles émergent à la conscience. Et ça a beaucoup guidé mon écriture pour ce roman précis. Très bien. Bien, écoutez, on va vous remercier tous les deux. Et puis j'invite les lecteurs à découvrir vos romans. Merci. D'un style très différent, mais très intéressant. Merci.